Conduite à tenir devant une thrombopénie. Alors la thrombopénie, elle a une définition qui est biologique. C'est une diminution quantitative du taux de plaquettes circulant dans le sang. Donc ce taux de plaquettes, il va être inférieur selon les références de l'hémogramme à 150 000 éléments par millimercure, mais on a tendance à considérer et à explorer les thrombopénies qui sont inférieures à 100 000. À noter que le taux de plaquettes n'a pas de variation physiologique ni concernant l'âge ni concernant le sexe. Un taux de plaquettes ne va pas changer selon est-ce qu'il s'agit d'un adulte ou bien il s'agit d'un enfant. La même chose, homme versus femme. Et donc, devant tout diagnostic positif, il faut toujours poser la question, est-ce qu'il s'agit vraiment d'une thrombopénie? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres diagnostics différentiels? Et bien sûr, il y en a. Donc, il faut toujours éliminer une fausse thrombopénie dans un contexte particulier. Ça veut dire, je ne vais pas m'acharner à éliminer une fausse thrombopénie alors que mon patient, il a 20 000 de plaquettes et il saigne. Non, c'est tout un contexte particulier. Je dois éliminer cette thrombopénie devant une discordance clinique. Si mon patient, il vient consulter pour des plaquettes à 120 000, et il n'a aucune symptomatologie clinique. Ça veut dire que c'est une thrombopénie qui est isolée. Le patient ne saigne pas, il n'a surtout pas de purpurant, et donc là, il faudra penser que peut-être il s'agit d'une fausse thrombopénie. Et alors, il faudra demander de réaliser un deuxième prélèvement, donc sur un tube citraté ou bien hépariné, et demander un effet avec un frottis sanguin. Donc le frottis sanguin à la recherche de quoi? À la recherche d'agglutinats plaquettaires. Donc ce sont des agrégats plaquettaires par agglutination plaquettaire liés à la présence de l'anticoagulant EDTA. Donc il y a aussi un autre mécanisme, c'est aussi par le satellitisme polynucléaire. Et alors là, on aura des plaquettes qui vont, qui vont se, se- 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 qui vont se coller à la surface des polynucléaires et ils ne vont pas être comptabilisés, ne vont pas être considérés comme des plaquettes par l'automate et alors là on aura une fausse thrombopénie. Et donc toujours garder à l'esprit que devant une discordance clinique, il faudra penser à cette fausse thrombopénie. Et alors lorsqu'on pose le diagnostic positif, il faudra toujours rechercher l'urgence et évaluer la gravité. Et cette thrombopénie, elle va varier selon sa profondeur. Pour des chiffres de plaquettes qui sont supérieurs à 50 000 éléments par millimètre cube, le risque hémorragique il est minime. Mais pour des chiffres qui sont inférieurs à 20 000 éléments, alors le risque hémorragique là, il devient très très important. Donc, la thrombopénie généralement, elle est asymptomatique. Elle est de découverte fortuite lors d'un bilan de routine, mais lorsqu'elle est symptomatique, ça veut dire que les chiffres de plaquettes sont vraiment bas. Alors, ensuite, il faudra rechercher, dans l'examen clinique qui sera minutieux, il faudra rechercher des éléments, des localisations de saignement qui vont nous prédire que le patient, il pourra me faire un saignement, par exemple, au niveau cérébral, ce qui pourrait engager son pronostic, son pronostic non seulement fonctionnel, mais aussi vital. Et alors, la thrombopénie, oui, elle se manifeste pratiquement par des purpurants, mais si ce purpurant est échymotique et extensif et disséminé, donc c'est un signe de gravité. Et alors, rappelons que les purpurats, donc c'est une extravasation de globules rouges hors des vaisseaux, donc c'est ça la définition de l'extravasation au niveau du derme. Et donc, ça n'efface pas à la vitrepression, ça évolue spontanément vers les couleurs, selon les couleurs de la biligénèse, et elle est favorisée par la stase, elle est favorisée surtout dans les zones des membres inférieurs, les zones d'appui, les zones de pression. Et ce purpura d'origine thrombopénique, parce que le purpura peut être d'origine vasculaire ou bien il y en a plusieurs étiologies, mais lorsqu'on parle de purpura d'origine thrombopénique, donc il a la particularité d'être non infiltré. Ça veut dire lorsqu'on palpe, on ne va rien sentir. Il est non infiltré. Et d'autant plus que ce purpura, il va être associé à un saignement cutanéo-muqueux, donc ça va nous orienter de plus vers son origine thrombopénique.
Et alors, lorsque on a un tableau qui associe aussi des gingivoragies et des épistaxis, et selon le caractère de ces deux saignements, si on a des gingivoragies qui sont importantes et spontanées et des épistaxis qui sont bilatérales, et alors là, donc, c'est un signe de gravité, prédictif de gravité. Aussi, donc, il faudra rechercher les bulles hémorragiques intrabuccales, donc les métroragies, les hématémèses, les rectoragies. Les hémorragies rétiniennes, donc on peut déceler à la réalisation d'un fond d'œil, c'est vrai, donc ce n'est pas vraiment un examen qui se fait en urgence, mais c'est ce que rapporte la littérature. Et les hémorragies cérébro-méningées, donc qui peuvent se manifester par des céphalées, donc que ce soit isolé ou bien associé à un déficit moteur ou bien un déficit sensitif. Et donc devant ce tableau clinique et biologique, il faudra demander en urgence de réaliser une imagerie cérébrale parce que le pronostic vital il est mis en jeu. Et donc, cet examen clinique minutieux à la recherche de localisation prédictive de gravité va nous permettre aussi d'établir un score hémorragique. Et ce score hémorragique, il va être grave, donc s'il est supérieur ou égal à 8. Donc, j'ai oublié de mentionner ça. Parmi les signes, les signes qu'on doit évaluer, donc pour évaluer la gravité, donc c'est si le patient il prend un traitement sous-jacent, donc un traitement qui va interagir avec l'hémostase, tels que les anti-inflammatoires, les anti-agrégants, les anticoagulants, ainsi que le terrain, donc si le patient il est hypertendu, s'il est âgé supérieur à 60 ans, donc s'il a une lésion qui est susceptible de saigner, tel qu'un foyer de chirurgie, ou bien une lésion tumorale, ou bien un ulcère gastro-duodénal. Et bien sûr, devant toute thrombopénie, il faudra éliminer tout ce qui n'est pas purpura thrombopénique immunologique, tout ce qui n'est pas PTI, et qui est le purpura fulminans, qui est la CIVD et la microangiopathie thrombotique, et donc qu'on verra par la suite dans le bilan paraclinique. Alors après avoir évalué la gravité, on peut maintenant donc voir la démarche diagnostique. Et alors la démarche diagnostique chez un adulte qui est thrombopénique, elle va se baser principalement sur un interrogatoire qui va être minutieux, un examen clinique et l'analyse de l'hémogramme. Donc pour l'interrogatoire, il faudra rechercher et voir l'ancienneté de ces thrombopénies, donc en récupérant les NFS antérieurs. Donc les antécédents familiaux, donc creuser dans les antécédents familiaux, peut-être que le patient a des thrombopénies qui sont constitutionnelles, telles qu'une amégacariocytose, une maladie de Fanconi, etc. Et donc aussi rechercher dans les antécédents personnels du patient ce qui pourrait expliquer sa symptomatologie, donc de saignement, les hémopathies, les hépatopathies, le cancer, maladie auto-immune. Ensuite, la prise médicamenteuse, donc une prise médicamenteuse récente dans les 2 dernières semaines, donc que ce soit les sulfamides, la quinidine, l'héparine, aussi la prise de toxiques tels que l'alcoolisme. Et ensuite, il y a la grossesse. Alors pour la grossesse, donc au cours des grossesses, donc soit on peut avoir des thrombopénies qui se rencontrent uniquement au cours de la grossesse, ou bien la patiente a déjà une pathologie préexistante qui lui a causé cette thrombopénie. Et alors on distingue entre deux entités. Donc soit c'est la thrombopénie qui est gestationnelle, donc qui va apparaître principalement, donc c'est une thrombopénie qui est modérée, donc de 70 000, et elle va apparaître au deuxième trimestre, généralement majorée au troisième trimestre, donc elle est physiologique, elle va se résoudre spontanément en postpartum et elle ne représente aucun risque ni pour la maman ni pour le fœtus. Et il y a ensuite les thrombopénies dans le cadre du syndrome de HELLP et la prééclampsie. Et alors là, ce sont des thrombopénies qui sont sévères, qui vont être associées à une HTA, à des céphalées, à une protéinurie, à une cytolyse hépatique. Et alors là, on a tout un tableau clinique et biologique. Et il faudra prendre en sérieux parce que ça engage le pronostic maternel et fœtal. Donc aussi la notion de voyage, donc ça va nous orienter vers tout ce qui est infectieux, tout ce qui est paludisme. Donc les notions de fièvre, syndrome pseudogrippal, donc la notion de fièvre, donc on peut être devant une poussée évolutive d'un lupus par exemple, on peut la rencontrer dans un syndrome infectieux quelconque, des infections virales, etc. Et la transfusion récente, donc, qui représente l'une des étiologies de la thrombopénie, surtout périphérique.
Alors l'examen clinique. L'examen clinique, donc, il va rechercher tout ce qui peut orienter vers une étiologie, un syndrome tumoral fait d'adénopathie, de splénomégalie, d'hépatomégalie. Donc ça va nous orienter vers tout ce qui est les adénopathies, tout ce qui est infection, tout ce qui est syndrome myéloprolifératif ou bien lymphoprolifératif. L'hépatomégalie aussi, ça peut être une hépatopathie ou bien des lymphomes. Donc, pour le syndrome anémique et infectieux, ça va nous orienter. Peut-être que c'est une thrombopénie qui est associée à une atteinte de d'autres lignées. Donc, et ensuite, les signes de maladie auto-immune, donc surtout le lupus érythémateux disséminé ou bien le syndrome des anticorps phospholipides. Alors, ensuite, il faudra analyser l'hémogramme. L'hémogramme, non seulement il va nous prédire de la gravité de cette thrombopénie, on a dit que c'est grave lorsque c'est inférieur à 20 000, mais il va nous montrer la présence d'autres cytopénies. Parce que devant une thrombopénie qui est isolée, donc on va penser plutôt vers les origines périphériques, mais devant une thrombopénie qui est associée à une anémie ou bien à une leuconeutropénie ou bien leucopénie, on va s'orienter plutôt vers tout ce qui est central. Et donc, par exemple, il faut aussi analyser le taux de réti. La macrocytose peut être révélatrice, par exemple, une anémie avec une macrocytose peut nous orienter vers une carence vitaminique ou bien un syndrome myélodysplasique. Donc, il faut analyser la lignée leucocytaire. Donc, devant une thrombopénie qui est associée à une lymphopénie, par exemple, on peut penser à une infection au VIH. Devant une thrombopénie qui est associée à une hyperlymphocytose, donc on peut s'orienter vers la piste de LLC. Donc, devant une thrombopénie associée à une hyperleucocytose à PNN, donc c'est dans le cadre de sepsis sévère, etc. Et donc, l'analyse de l'hémogramme doit être faite de façon très très détaillée. Et ensuite, donc, on a le bilan paraclinique, donc c'est selon le contexte. Donc, tout d'abord, on a l'NFS et le frottis sanguin. Donc, l'NFS, on a déjà cité qu'on doit essayer d'analyser chaque lignée. Et ensuite, on a le frottis. Donc, le frottis, non seulement pour éliminer les fausses thrombopénies, mais il peut mettre en valeur la présence de cellules circulantes qui sont anormales, telles que les blastes dans les leucémies aiguës, ou bien des lymphocytes qui sont hyperbasophiles dans un syndrome mononucléosique au cours d'une primo-infection à Epstein-Barr, ou bien cytomégalovirus, ou bien le VIH. Donc, ça peut montrer aussi la présence de schizocytes. Donc, ce sont des globules rouges qui vont être défragmentés. Donc, la présence de schizocytes est synonyme d'anémie mécanique. Et donc, la présence d'une thrombopénie associée à une anémie hémolytique, associée à la présence de schizocytes dans le frottis sanguin, donc c'est une microangiopathie thrombotique. Et la microangiopathie thrombotique, donc c'est une urgence. Donc, elle peut avoir comme un tableau clinique de la fièvre, une insuffisance rénale fonctionnelle rapidement, qui va s'installer très rapidement. Et il y aura aussi une atteinte, il peut avoir une atteinte neurologique qui est sévère. Donc, c'est une urgence diagnostique. Ensuite, il y a le bilan de Kras, donc une baisse du TP, un allongement de TCA et une hypofibrinogémie. Donc alors là, il s'agit du CIVD. Donc, la consommation intraveineuse disséminée, la coagulation intraveineuse disséminée, donc c'est par consommation des facteurs de coagulation. Donc, c'est une pathologie qui peut se rencontrer dans des pathologies diverses, donc que ce soit dans les sepsis sévères, dans les cancers métastatiques, etc. Et donc, ensuite, il y a le bilan hépatique et l'écho-abdominal. Donc, un bilan hépatique perturbé donc, va nous orienter de plus vers les hépatopathies. Une échographie abdominale va caractériser l'hépatomégalie, la splénomégalie, donc voir un peu ce qui se passe au niveau de l'abdomen. Ensuite, il y a les sérologies VHB, VHC et VIH donc, qui doivent être demandées devant des thrombopénies qui sont isolées sans contexte évocateur, qui n'est pas expliqué par les autres pathologies. L'électrophorèse des protéines, donc lorsqu'il est réalisé
il va nous orienter, par exemple, si on a un pic monoclonal, ça va nous orienter vers des myélomes. Si on a une hypogammaglobulinémie, ça va nous orienter plutôt vers un déficit immunitaire. Et donc ensuite, on a les anticorps antinucléaires. Donc lorsqu'ils sont demandés, donc c'est dans le cadre d'un dépistage d'éventuelles maladies de système, surtout le lupus érythémateux disséminé. Et donc au cours on rencontre des thrombopénies d'origine immunologique. Donc, le myelogramme. Alors, pour le myelogramme, devant des thrombopénies qui sont isolées, qui ne sont pas expliquées par les antécédents du patient et par son contexte évocateur, donc un myelogramme doit être réalisé. Mais il doit être certainement et systématiquement réalisé si le patient il est supérieur à 60 ans. Donc, pour ne pas passer à côté du myélodysplasie, un syndrome tumoral clinique et une anomalie d'une autre lignée sur l'NFS. Et alors ce myelogramme, donc selon le résultat, il va nous permettre de distinguer est-ce qu'il s'agit d'une thrombopénie qui est périphérique ou bien une thrombopénie qui est centrale. Et alors, une thrombopénie périphérique, donc au myelogramme, on va trouver que la moelle, elle est riche en mégacaryocytes et tout ce qui est central, elle va être pauvre ou bien l'absence de mégacaryocytes. Et alors, donc, le mécanisme de la thrombopénie périphérique par consommation excessive qu'on rencontre au niveau de la CIVD, qu'on rencontre au niveau de la microangiopathie thrombotique, donc qu'on a dit que ce sont deux urgences qu'on doit éliminer. Donc, chez un patient qui est porteur d'une prothèse cardiaque ou bien au cours d'une circulation extracorporelle. Ensuite, il y a tout ce qui est séquestration, donc un hypersplénisme par argument de fréquence dans les hépatopathies ou bien dans tout ce qui est syndrome myéloprolifératif, lymphoprolifératif. Aussi dans la transfusion, donc c'est par perte et dilution. Et comme on a dit, dans les thrombopénies physiologiques gestationnelles, grossesse T3. Donc, par destruction accrue, donc c'est immunologique au cours des infections, rougeole, rubéole, plus souvent la mononucléose infectieuse. Donc, tout ce qui est immunoallergique, il y a la quinine, l'héparine, la sulfamide, il y a d'autres médicaments qui sont incriminés. Mais donc cette entité de thrombopénie induite à l'héparine, donc c'est une pathologie qui est rare, mais qui est très très grave. Donc il s'agit d'anticorps qui vont être dirigés contre des complexes qui vont être formés par l'héparine et par le facteur plaquettaire 4. Et donc le risque de cette pathologie, paradoxalement, c'est le risque de thrombose artérielle et de thrombose veineuse, et c'est pas vraiment le saignement. Il y a aussi tout ce qui est d'origine allo-immune post-transfusion. Et lorsque tout le bilan il est négatif, on parle de thrombopénie immune ou bien ce qui est appelé aussi purpura thrombopénique immunologique, donc PTI. Pour les thrombopénies centrales, donc soit c'est une insuffisance médulaire qui est globale, donc alors là, anomalie quantitative aplasie médulaire, anomalie qualitative myélodysplasie, donc tout ce qui est envahissement médulaire, hémopathie maligne, LA, LLC, myélome, néoplasie solide, métastase médulaire. Pour tout ce qui est central et d'origine constitutionnelle, donc c'est la mégacaryocytose, maladie de Fanconi, et médicamenteuse, c'est chimiothérapie cytotoxique ou bien l'alcoolisme. Donc, pour la transfusion est indiquée dans les thrombopénies qui sont centrales si les plaquettes sont inférieures à 20 000 ou bien devant un syndrome hémorragique. Mais pour tout ce qui est périphérique, donc c'est inutile si on devant le PTI, elle est dangereuse si c'est une thrombopénie induite à l'héparine ou bien microangiopathie thrombotique, et elle est indiquée devant une coagulation intraveineuse disséminée. Dans la microangiopathie thrombotique, c'est plutôt le plasma fréquent gelé avec les échanges plasmatiques. Donc finalement, devant une thrombopénie qui est inférieure à 50 000, donc il y a des gestes qui sont à proscrire, tels que les injections intramusculaires, donc la chirurgie, la biopsie, éviter les sports traumatisants, les ponctions lombaires, pleurales et péricardiques. Et donc, ce que moi, en tant qu'étudiante, j'ai appris au cours de cette année d'études d'hématologie, c'est que il ne faut pas s'alarmer devant des chiffres de thrombopénie à 120 000 ou bien à 110 000, mais plutôt euh, euh, essayer de ne pas coller euh, n'importe quel saignement à ces thrombopénies.
Et donc, on parle vraiment de thrombopénie qui est sérieuse à moins de 100 000 et le risque hémorragique ne va apparaître qu'à partir d'un chiffre qui est au-dessous de 20 000. Merci.